Aujourd'hui, je vais encore une fois vous présenter un Mac iconique qui a marqué l'histoire d'Apple, le MacBook Pro 15 pouces Core Duo de début 2006. Là, clairement, c'est du lourd, c'est le tout premier MacBook commercialisé, mais c'est aussi et surtout le tout premier Mac de l'histoire équipé d'une puce Intel. C'est lui qui, il y a maintenant 18 ans, a lancé le début de la transition d'Apple de l'architecture PowerPC vers le x86 de Intel. Vous remarquerez aisément que mon MacBook Pro a sacrément vécu, mais bon, il a été commercialisé que pendant 6 mois, donc il est assez rare et exclusif, donc je suis content de l'avoir même s'il est en mauvais état, parce que c'est un des tout premiers Macs que j'ai eu dans ma collection en 2014. Je l'ai eu pour 140 € à peine, et surtout je l'ai utilisé en mode ordi principal, en mode daily driver et tout à ce moment-là. En tout cas, j'étais fan de son design un peu néo-rétro, et je l'aime toujours autant aujourd'hui. On voit clairement qu'Apple s'est inspiré du design réussi de cette génération de MacBook Pro pour la génération Silicon actuelle. Je trouve que les MacBook Pro 16 pouces rendent totalement hommage à cet aspect carré et anguleux, bien loin du design ultra fin des mal aimés MacBook Pro Touch Bar, quoi. D'ailleurs, quand je vous dis que ce MacBook est important dans l'histoire d'Apple, c'est pour une fois sans aucune exagération. En fait, il avait une mission ultra importante, celle de convaincre les consommateurs d'Apple habitués à l'architecture PowerPC que les processeurs Intel étaient supérieurs. En gros, là, il fallait qu'Apple fasse sa girouette et retourne complètement sa veste, parce que ça faisait clairement 10 ans que la marque n'arrêtait pas de vanter les mérites du PowerPC d'IBM, qui avait effectivement dépassé les Pentium en termes de performance avec le PowerPC G3. Mais bon, c'était en 98 quoi. En tout cas, dès l'arrivée des processeurs double cœur chez Intel, au début des années 2000, la donne a complètement changé et Steve Jobs a dû se rendre à l'évidence. Le PowerPC ne peut plus continuer à servir le Mac si le Mac veut rester le meilleur ordinateur du marché. Et du coup, lors de sa conférence de 2005, Steve Jobs admet s'être trompé et change totalement de discours pour annoncer l'abandon officiel du PowerPC au profit d'Intel. Je vais pas rentrer dans le détail du pourquoi du comment cette transition a été faite. Je pense que ça pourrait faire un épisode sympa de ma série des histoires 2. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous plaire. J'en profite pour faire un peu d'autopromo vu que j'ai déjà sorti un épisode sur l'histoire de l'iBook. N'hésitez pas à aller le regarder juste après cette vidéo si ça vous tente. En fait, passer à Intel, c'était sauver le Mac, parce qu'IBM n'était tout simplement pas en capacité de baisser la consommation de ses processeurs pour en améliorer les performances. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est exactement la même problématique qui a poussé Apple à abandonner Intel pour fournir ses propres puces ARM dans ses Macs pour plus de performance par watt. L'idée était de proposer un produit quasiment identique au précédent, toujours destiné aux professionnels, puissant et fiable. Donc le MacBook a été la réponse parfaite pour succéder en douceur au PowerBook. Mais bon, le MacBook Pro est aussi et surtout 4 fois plus puissant que son prédécesseur pour une consommation similaire. Ça, c'était le nerf de la guerre. Pour assurer cette transition, je trouve d'ailleurs qu'Apple a eu la bonne stratégie. Le MacBook Pro a réussi à proposer une machine 100% différente avec le design de la génération précédente. En gros, c'est un MacBook Pro à main. Bon, et quand je dis que le design de ce MacBook Pro est similaire à celui des PowerBook, c'est franchement que dans les grandes lignes. En vérité, il a amélioré tout ce qu'il était possible de l'être sur les MacBooks, et pas seulement le processeur. Le design est en fait beaucoup plus fin, léger et surtout compact. L'écran n'est pas le même non plus, ses angles de vision sont incomparablement meilleurs et sont d'ailleurs toujours aussi bons aujourd'hui. Il est en plus très lumineux et comparé au PowerBook sorti seulement un an avant, la différence est franchement folle quoi. On peut pas du tout se rendre compte que cet écran a presque 20 ans. Il y a des PC ou Chromebook qui sont encore vendus aujourd'hui qui ont des écrans bien pires que celui-là. Même s'il faut être honnête, ici on voit carrément tous les pixels à l'œil nu puisque la définition n'est que de 1440 par 900 pixels. Mais bon, pour l'époque, on peut absolument pas en tenir compte. Et en plus, quand on voit la taille des bordures, on peut qu'être admiratif de cet écran. En tout cas, la nouveauté qui a hypé tout le monde à l'époque, c'est la caméra EyeSight intégrée. C'est clairement le tout premier portable d'Apple qui est équipé d'une caméra et le grand public a adoré. Même moi en 2010, quand j'ai eu mon MacBook Unibody, je passais des heures sur Photobooth à faire des selfies. Je sais pas si vous vous souvenez de la popularité de Photobooth entre 2008 et 2012, mais c'était une dinguerie. Au-delà de Photobooth, 2005-2006, ça a été l'arrivée de la visio dans le monde avec la démocratisation de MSN et Skype. C'était donc hyper pertinent que les portables d'Apple soient équipés d'une caméra parce que c'était le cas pour l'iMac depuis 2005 avec le restylage des iMac G5. Et j'ai oublié la nouveauté inédite la plus importante de ce MacBook Pro comparé au PowerBook, c'est le port MagSafe quoi. Ce port permet effectivement de débrancher le Mac en douceur si jamais on se prend les pieds dans le câble. Et pour une machine qui coûtait 2149 € en 2006, les mieux pas qu'à tomber. Rien à voir, mais avant que je vous montre ce qu'on peut encore en faire aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous plaît et à vous abonner parce que pourquoi pas quoi. Avec cette première cuvée de MacBook Pro, Apple fournit aux professionnels de l'image, du son ou de la vidéo un ordinateur parfait pour remplacer leur PowerBook vieillissant. Mais face à un MacBook classique, il vaut quoi ce MacBook Pro? Parce qu'il y avait quand même 900 balles de différence entre les deux. Un MacBook blanc était proposé à partir des 1000 € contre 2000 pour le MacBook Pro. S'il est 2 fois plus cher, est-ce qu'il est 2 fois mieux qu'un MacBook? J'espère surtout que la différence n'est pas que cosmétique, parce que ça fait un peu cher le bout d'aluminium. En tout cas, en comparaison avec mon MacBook noir, il n'y a pas photo. Les angles de vision, les couleurs et même la luminosité sont vraiment meilleurs. On dirait limite une nouvelle génération
génération de produits tellement la différence est importante. Ensuite, on peut aussi parler de l'ensemble clavier trackpad. Sur le Pro, le clavier est rétro-éclairé. Pour l'époque, c'était génial comme fonctionnalité. Et le trackpad a l'air totalement similaire, mais apparemment pas. Il est beaucoup plus précis et agréable à utiliser, même aujourd'hui en 2024. En termes de son aussi, les MacBook Pro sont réputés pour avoir des meilleurs sons que les autres Mac, donc on va comparer ça tout de suite avec un MacBook classique. Livré en 2006 sous Tiger, ce MacBook Pro a finalement reçu très peu d'une mise à jour de macOS. Snow Leopard est le dernier officiellement supporté par Apple, donc je vais installer celui-ci. Il existe aussi des versions bêta de Lion compatibles, mais c'est un peu chaotique et j'ai franchement la flemme de tester ça. En plus, c'est sous Snow Leopard que j'ai fait mes premiers pas dans l'écosystème Apple en 2010 avec mon MacBook blanc Unibody, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, et c'était un vrai bonheur comparé à mon PC sous Vista. Mais c'est avant tout un OS iconique dans la communauté Macintosh parce qu'il est considéré comme le meilleur macOS jamais sorti par Apple. Du coup, je vais aller chercher sur Internet Archives pour aller télécharger un ISO du Léopard des Neiges. Ensuite, j'ai pas besoin de logiciel ou quoi pour créer ma clé USB. L'utilitaire de disque de Lion sur mon MacBook noir suffit, par exemple. Je sélectionne ma source, ma destination et en 20 minutes, ma clé USB est créée. Après, je passe sur le MacBook Pro, je l'allume évidemment en appuyant sur la touche Alt pour sélectionner ma clé USB d'installation et la démarrer. Et puis, encore 20 minutes après, le MacBook démarre sous macOS Snow Leopard et nous gâte en affichant ce magnifique écran de bienvenue. C'est le dernier macOS qui possède un écran de bienvenue, c'était iconique ça. Il est équipé du Core Duo le moins puissant, cadencé à 1,83 GHz. Mais c'est heureusement 200 MHz de plus qu'annoncé par Apple à la base. La gamme elle devait commencer à 1,67. Mais Apple a fait un petit cadeau à ses consommateurs en dévoilant l'augmentation de la cadence de processeur. Simplement le jour de la sortie du Mac. C'était une belle initiative, franchement. En tout cas, ce processeur Core Duo est double cœur, mais il est pas 64 bits pour autant. On reste sur du 32 bits avec ce Core Duo. Rien à voir avec le Core de Duo qui équipe mes autres vieux MacBooks. C'est pour ça qu'il m'a été impossible d'installer Lion dessus. Et je pense que ça va aussi me poser problème pour trouver des logiciels récents compatibles. Et c'est surtout ce qui m'empêche de lui ajouter plus de 2 Go de RAM. Ça, c'est un peu chiant pour le coup. Mais je vais pas me plaindre parce qu'il était équipé de seulement 512 Go à sa sortie. Ça, c'est hilarant, c'est rien du tout. Pour en finir avec sa config, il faut quand même que je fasse une pause sur sa carte graphique parce que c'est la première carte graphique dédiée que je teste sur cette chaîne. Donc faut en profiter, évidemment. Ici, on est loin des GMA 950 qui équipaient les MacBooks blancs et noirs. On a une ATI Mobility Radeon X 1600. Un nom très très simple, c'est très facile à dire. En tout cas, on a 128 mégas de mémoire vidéo dédiée. En gros, c'était une carte graphique pas si mauvaise. Je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la vidéo en testant quelques jeux de l'époque. Assez de blabla pour aujourd'hui. Il est temps de voir ce qu'on peut encore en faire en 2024. Je suis hyper déçu parce que Chromium Legacy n'est pas compatible avec Snow Leopard. Il faut au minimum Lion et un processeur 64 bits pour l'utiliser. Donc bon, les emmerdes commencent, hein. Mais bon, je vais pas me casser la tête. Je vais installer Arctic Fox, un navigateur basé sur les dernières versions de Firefox. L'interface c'est horriblement moche. On dirait une application de 2005, mais bon, je pense que ça fera le taf. Et non, ça fait pas le taf du tout. En fait, c'est une super mauvaise surprise, mais Arctic Fox, c'est un peu de la merde, hein. C'est hyper lent et saccadé, c'est vraiment pas agréable. Et la plupart des sites s'affichent même pas correctement, c'est franchement pas ouf du tout. Même sur YouTube, c'est un enfer. Déjà, ça met au moins 30 secondes à charger une page. Et pire, même lire une vidéo en 480p, c'est pas possible, c'est pas fluide. Je valide pas du tout. Bon, du coup, j'ai fouillé Reddit et d'autres forums pour trouver d'autres navigateurs. J'en ai installé pas mal, je suis plus ou moins obsolète. Et pour le coup, celui qui s'en sort le mieux, c'est Nightly, une version legacy de Firefox qui est pas trop connue. Après, c'est vraiment pas parfait, hein. Loin de là même. La navigation est assez fluide, en tout cas dans le défilement des pages, mais tout est super lent et pas mal de sites s'affichent pas correctement comme sur Arctic Fox. Les sites légers comme Clubic s'affichent un peu mieux par contre. Ça en est presque agréable comparé au reste, hein. Mais bon, c'est pas pratique non plus quoi. Et du côté de YouTube, ça fonctionne, mais uniquement en version mobile, donc faut pas s'attendre à des miracles, hein. La lecture vidéo en 480p cette fois-ci est possible, mais le 720 saccade beaucoup trop, c'est inutilisable. Bon, la navigation web du coup c'est pas du tout validé, mais jouer aux Sims c'est beaucoup mieux. Et du coup, vu que c'est pas n'importe quel MacBook, je vais pas lancer n'importe quelle version des Sims. Je lance le spin-off de la série, les Sims Histoire de naufrager. Et contrairement à la vidéo sur le MacBook Unibody où j'avais testé le portage de 2014, ici c'est la toute première version, le portage universel compatible PowerPC et Intel. Et waouh, c'est super fluide, c'est génial, je m'attendais pas du tout à ça. Ça tourne entre 20 et 25 FPS et franchement c'est hyper validé et agréable. Surtout qu'à l'époque je jouais sur un Acer Aspire portable, beaucoup moins puissant que ça, il avait une GeForce 7300 et ça me dérangeait pas du tout que ça tourne à 15 FPS. Mais sachant que ce portage est nul à chier, je suis quand même assez impressionné.
C'est totalement jouable, donc je suis trop content. Ça donne grave envie de s'y replonger pendant des heures parce que ce jeu était une masterclass. Du coup, je lance aussi les Sims 3 parce que pourquoi pas, encore une fois. Ils sont sortis 3 ans après ce MacBook, donc c'est pas la machine la plus apte à les faire tourner. Et franchement, c'est aussi peu fluide que sur le MacBook noir, quoi. Ça tourne autour des 10 FPS. C'est pas ouf du tout, mais au moins c'est assez stable dans le manque de fluidité. Donc bon, à l'époque, j'aurais fait sans problème en vrai. Petite surprise, habituellement, je teste la version 2013 de Tomb Raider. Vous vous en doutez, elle n'est pas du tout compatible avec ce MacBook. Par contre, j'ai trouvé le DMG de la version de Tomb Raider Anniversary sur Macintosh Garden, un site un petit peu bancal niveau légalité, qui propose toutes les anciennes apps et jeux de macOS qui sont plus compatibles aujourd'hui et qu'on ne peut plus acheter neuf. Et c'est hyper fluide, c'est génial. J'ai tout mis au maximum et en résolution native. J'ai pas de compteur FPS là, mais je pense que ça flirte avec les 30 images à la seconde. En fait, ce Mac, il est parfait pour redécouvrir plein de titres oubliés. Ils ne peuvent plus être joués sur Mac aujourd'hui car ils sont plus compatibles avec macOS depuis Catalina ne prend plus en charge les applications 32 bits. On peut jouer dans les mêmes conditions qu'à l'époque, même à des gros AAA, genre BioShock par exemple. Sur un jeu comme celui-ci, évidemment, j'ai dû baisser les paramètres graphiques, mais le MacBook s'en sort plutôt bien. Il y a quelques chutes de framerate, évidemment, mais l'ensemble est fluide et jouable. Et cerise sur le gâteau, en me baladant encore une fois sur Macintosh Garden, j'ai même découvert qu'il existait une vieille version Cinder de 2007 de la GTA Trilogy. Et franchement, sur San Andreas, tout est parfait quoi. C'est fluide et rapide, on se replonge dans cet univers iconique dès les premières minutes de gameplay. C'est trop agréable que ça tourne aussi bien sur ce vieux MacBook, franchement. Finalement, être bloqué sous Snow Leopard, c'est pas si mal si on voit ce Mac comme une machine rétro qui peut lancer des vieux programmes, mais rien de moderne. Pour découvrir ou redécouvrir d'anciens jeux ou d'anciennes versions de vos applications préférées, franchement, c'est mieux qu'un émulateur. Après, est-ce qu'en étant totalement objectif, je peux vous recommander un achat d'un MacBook Pro de cette génération? La réponse est sans surprise non. Et surtout, la question ne se pose même pas. Sauf si vous avez une collection à démarrer. Et d'ailleurs, malgré ce que représente ce MacBook dans l'histoire de l'informatique et d'Apple, il vaut strictement rien. Il est pas encore reconnu à sa juste valeur, donc c'est le moment parfait pour en acheter un. On peut le trouver d'ailleurs, même s'il est rare, en moyenne autour des 100 €. De mon côté, maintenant, j'aimerais bien avoir une version 17 pouces de la version la plus haut de gamme de 2008, qui est équipée de la tristement célèbre GeForce 8600M. Mais bon, je me dis que j'abuse un peu. Si je l'achète, vous le saurez forcément dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous.